Place au parti pris. François Roux, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Bonsoir Abnous. Mais c'est vous qui commencez, Roux. Vous revenez sur une affaire terrible et terriblement douloureuse. Ce jeune homme, cet adolescent de 17 ans, je crois, Louis, qui a été lynché à mort à Narbonne. Ses agresseurs se moquant de lui pendant sa mise à mort. Ces agresseurs semblant s'amuser de sa mise à mort. Alors, il y a eu un débat politique très vif, accusation de récupération, de la récupération de l'ultraviolence. Quel est votre propos ce soir ? En fait, ce que je veux dire, moi, ce soir, c'est j'en ai un peu assez des petites polémiques autour d'un phénomène fondamental. Et parlons de la violence des jeunes, de certains jeunes, hein, évidemment, pas tous heureusement, de cette hyperviolence, plutôt que de s'enfermer dans des questions sémantiques. Parlons du constat, parlons des solutions, et je voudrais qu'on écoute deux réactions, celle du ministre de l'Intérieur et celle de Gabriel Attal, qui expliquent pourquoi ils n'ont pas envie de parler d'ensauvagement ou de mots qui peuvent avoir des connotations, mais qui préfèrent plutôt s'intéresser à la vraie question. Écoutez. Moi, je suis ministre de l'Intérieur, je préfère des mots d'objectivité, un choc d'objectivité à des chocs de mots. Personne ne nie, et je ne l'ai jamais fait, qu'il y a une montée chez certains jeunes d'une violence qui est insupportable. Autour des termes nous empêche d'avoir un vrai débat et de regarder lucidement la réalité de la situation. Je le dis depuis longtemps, il y a une violence de plus en plus jeune et de plus en plus débridée chez les jeunes. Et il y a une banalisation de la violence dans la jeunesse. Voilà, c'est-à-dire, on les a accusés de ne pas avoir les mots d'ensauvagement. C'est pas la question. La question, c'est de parler du fond. Et donc, cette mort du jeune Louis, c'est un drame de plus après une longue liste. Et bon, et vous l'avez dit, c'était un jeune homme de 17 ans atteint de troubles du comportement, harcelé puis lynché alors qu'il était dans un foyer sous la protection toute théorique de l'aide sociale pour l'enfance. Et ces tortionnaires se sont filmés, mis la vidéo sur TikTok, de l'extrême violence donc, et du sadisme. Et sa mort a soulevé beaucoup d'émotions. Elle repose cette question qu'on a déjà posée sur ce plateau régulièrement, hélas, de l'hyperviolence des mineurs. Alors, est-ce qu'on en parle plus qu'avant ? Est-ce qu'on a le sentiment que c'est tous les jours que se succèdent ces drames ? Est-ce que le fait d'être rapporté ou d'être relayé par des médias militants qui utilisent un certain nombre de termes invalide cette réalité ? Je voudrais répondre à ces questions. D'abord, le premier constat, c'est que, contrairement à ce que véhiculent certains, ce qu'on observe, c'est d'abord une chute de la délinquance des mineurs de 15% sur 10 ans. En revanche, les atteintes aux personnes commises par des mineurs, elles ont augmenté sur 10 ans, avec une hausse de 124% de mises en cause pour tentative d'homicide. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui en sont les premières victimes, plus 178% de victimes de tentatives de meurtre. C'est-à-dire qu'on en parle plus, non pas parce qu'il y en a plus quantitativement, mais parce que le niveau de violence a augmenté et qu'il y a de la cruauté, du sadisme, comme je le disais. Il faut s'inquiéter donc de cette montée de la violence, et ici, en l'occurrence, concrètement, c'est les dispositifs de protection de l'enfance qui ont complètement failli, parce que des violences avaient précédé ce meurtre, et malgré leur signalement, ils ont été ignorés par l'aide sociale à l'enfance. Et oui, c'est vrai, ce meurtre, il a été médiatisé de façon claire et nette par l'extrême droite. Les manifestations à Narbonne ont été organisées, puisque ça s'est passé à Narbonne, par des mouvements identitaires. Les sites français de souche ou autres ont relayé cet appel. La tante du jeune Louis qui a témoigné, qui a aussi expliqué aujourd'hui qu'elle avait été appelée par le ministre de l'Intérieur pour justement qu'on s'occupe de la famille, elle est proche d'un député du Rassemblement national. C'est une réalité. Mais j'ai envie de dire, il y a des partis qui égrènent les noms qui en fait, justifient leur combat contre l'immigration parce que dans les agresseurs, il y a des immigrés ou des Français. Ils égrènent les noms des agresseurs. Non, ils égrènent les noms des victimes, mais parce que ça aide leur combat contre l'immigration, parce que parfois, il y a des jeunes d'origine immigrée qui veulent dénoncer. Mais j'ai envie de dire, de l'autre côté, il y en a qui égrènent d'autres noms de jeunes
parce que ça sert leur combat contre la police, par exemple. Et moi, ce que je dis, c'est ça suffit d'instrumentaliser, mais ça n'invalide pas le fait d'en parler et d'alerter les autorités. Ce fait-là, cette récupération, elle existe, on la voit, elle est un peu de part et d'autre. Elle n'invalide pas le fait de parler de ce phénomène de société. Vous voulez dire que c'est pas parce que l'extrême droite en fait un cheval de bataille qu'il faut considérer que c'est un non-événement. Et vice-versa, c'est-à-dire que s'il y en a qui ont été victimes de la police parfois, et qu'il faut voir de quoi il s'agit, il faut regarder. Et ce serait pas parce que l'extrême gauche en ferait un cheval de bataille qu'il faudrait considérer de la même manière que c'est un non-événement. Parce que les vraies questions qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que ces familles désemparées ne trouvent refuge et écoutent que dans des médias très engagés ? Pourquoi certains médias vont regarder ces drames comme un fait divers de plus et pas vraiment avec leur dimension symbolique ? Pourquoi il y a une telle colère ? Pourquoi il y a un sentiment que les institutions ne peuvent pas les entendre ? Rappelez-vous de l'indignation de la mère du jeune Elias, dont les juges ne veulent pas recevoir parce qu'ils ne veulent pas lui expliquer pourquoi les assassins de son fils, alors qu'ils n'avaient pas le droit de se rencontrer, étaient quand même ensemble, dans le même immeuble. Les terribles fautes de l'affaire Liana, évidemment, avec l'absence d'écoute de la mère de la petite Rosa. Sans compter que dans de nombreux cas, la justice va appliquer la loi existante, c'est-à-dire qu'elle va invoquer l'excuse de minorité. Et donc, elle va peut-être prononcer des peines qui vont être insuffisantes au regard du désespoir infini de ces familles. C'est ça, les vraies questions. Vous voyez ce que je veux dire ? Un fait est un fait. C'est pas les batailles de mots, les récupérations et tout. Elles existent, mais nous, regardons la réalité. Essayons de regarder le phénomène réel. Cette colère devant une justice, une police, une société tout entière qui ne fait pas la priorité de la survie de ses propres enfants, voilà pourquoi ces drames sont récupérés. Cela ne dispense pas les politiques d'y répondre, bien au contraire. Ce sont ces questions, celles que je viens d'énoncer, auxquelles il faut s'atteler et vite. Abnous ? Vous voyez, c'est exactement je trouve très juste tout ce qu'a dit Ruth. Quand on pose la question de pourquoi est-ce que je m'obstine encore à continuer à être universaliste, c'est pour ça. Et ça commence à faire quand même un bout de temps que chaque fait divers, chaque meurtre de gamin, Philippines, Naël, etc., le petit Elias qui revenait du foot, enfin, c'est quand même des histoires qui nous marquent. Ce qui me rend vraiment malade, c'est effectivement que ce soit d'un côté ou de l'autre que ce soit récupéré, c'est que c'est tout de suite leur humanité commune qui est effacée. C'est ça l'universalisme. Que moi je fais aucune différence entre ces gamins-là, je refuse de le faire. Et c'est cette dérive communautaire, identitaire, qui nous amène là. Et quand on comprend pas ou qu'on refuse de le voir, je pense que la plupart du temps on refuse de le voir parce qu'on le voit, c'est ça que ça veut dire. C'est que tout d'un coup, il y a même une hiérarchisation de la mort, alors que mon universalisme, c'est un humanisme, j'allais dire, intégral. C'est qu'effectivement le problème est l'ultra-violence des jeunes, parce qu'effectivement il y a une baisse qu'on constate, mais cette ultra-violence qui n'est pas des jeux vidéo, etc., mais qui a beaucoup d'autres causes, et il faudrait beaucoup de temps pour en parler, et qui sont beaucoup plus profondes, où effectivement il y a une espèce d'éloignement, une espèce de manque, parce qu'ils sont de plus en plus jeunes, donc quand on est jeune, on se rend pas compte que la mort est une fin. On a tous été adolescents, je sais qu'on a du mal à se rappeler, mais on se souvient pas. Donc voilà pourquoi il faut être universaliste, parce que l'universalisme est le seul moyen de porter l'étendard d'un humanisme intégral qui ne regarde pas l'origine de l'agressé, de l'agresseur, du tué, de l'assassin, mais qui regarde juste la réalité terrifiante de la mort et de la violence. Ni l'étiquette politique de ceux qui mettent ces réalités il faudrait même, c'est ça. au sommet des préoccupations. Et qu'il est hiérarchiste. Non, je rejoins tout à fait Abnous, mais avec une nuance importante quand même. Je pense que l'émotion déplacée, les polémiques déplacées que vous avez critiquées à juste titre, s'expliquent par le fait que les humanistes ne se saisissent pas. Non, oui, bien sûr, exactement. C'est vrai. Ça, je suis d'accord. Et qu'ils n'entendent pas la demande d'ordre et d'autorité qui sourd de toutes les pores de la société, qui évidemment s'exacerbe devant des affaires terribles comme celle-là. Peu importe les comptes, d'ailleurs vous l'avez bien dit. Et c'est de ce fait-là, nous laissons un espace considérable à ceux qui déforment les faits, qui les instrumentalisent. Mais pardon, c'est d'abord de la faute des humanistes. Attention, mon humanisme n'est pas un humanisme niais. C'est que dans l'universalisme, il y a quelque chose pour moi qui est évident, c'est que l'accès à la sécurité
on a tous le C'est droit un à ça. besoin fondamental. On a voté pour ça au moment de la Révolution française. C'est de ne pas être victime de l'arbitraire et de la violence. Tout le système de servage, le fait que un propriétaire avait droit de vie ou de mort sur ses métayers, c'est contre ça qu'on s'est battu. Je veux dire, pardon, je peux retourner encore plus loin, mais il y a une réalité, c'est que moi, cet humanisme niais qui tout d'un coup a complètement renversé la réalité de l'universalisme. Moi, je suis pour la propriété privée, pour la sécurité, pour le dire simplement. Et ça n'en fait pas moins de moi ce que j'appelle une humaniste intégrale, parce que universaliste. François, votre parti pris économique, on a beaucoup parlé de la crise de l'industrie automobile française, par exemple, les déboires de Stellantis, de Renault. Mais là, c'est le géant européen allemand, Volkswagen, qui est en crise. Oui, Volkswagen va vraiment mal, et selon un article d'un journal qui s'appelle Manager, il s'apprêterait à supprimer 100 000 emplois. Ça ferait l'un des plus grands plans de suppression d'emplois de tous les temps. Bien au-delà de ce qu'avait prévu General Motors il y a 15 ans, IBM il y a 30 ans. Un emploi sur 6 du géant automobile allemand, avec suppression d'un certain nombre d'usines. C'est la sanction d'une longue dégringolade de ce constructeur emblématique de l'Allemagne, le cœur du modèle allemand, et à plusieurs titres. D'abord parce que c'est de l'industrie automobile, donc vraiment le cœur de l'économie, et puis parce que c'est là où s'est inventée et pratiquée la Mitbestimmung, la fameuse cogestion à l'allemande, avec notamment le rôle du Land de Basse-Saxe, qui est, comme on le sait, actionnaire à hauteur de 20% de Volkswagen. Numéro 1 ou numéro 2 mondial, selon les années, multimarques, avec Volkswagen, mais aussi avec Audi, avec Porsche, avec bien sûr l'espagnol Seat et même Bentley. Ces marchés plongent, d'abord aux États-Unis à cause des tarifs, en Chine parce que les Chinois ne veulent plus autant de voitures allemandes. Ils considèrent que ce sont des voitures dépassées par rapport aux voitures chinoises, dans des proportions très importantes. C'était un grand marché pour les voitures allemandes. C'était considérable. Pendant des années, la Chine a représenté la moitié des profits du groupe. La moitié des profits du groupe Audi, Volkswagen et Porsche. C'est fini. Et puis, le troisième marché, c'est l'Europe. Les Chinois sont là. Et une voiture sur 10 vendue en Europe, neuve, et maintenant une voiture chinoise. Plus largement, quand on ouvre la focale, Volkswagen paye aussi un double échec. D'abord son échec dans l'électrique, avec la gamme ID qui a été une catastrophe technologique. Certaines voitures, les portes s'ouvraient dans les virages. Et le câble est tellement important qu'il est quasiment aussi fourni qu'un câble d'Airbus dans une idée. C'est un équipementier qui m'a raconté ça. Et donc évidemment, il a fallu investir énormément, puis après rétro-pédaler. Aujourd'hui, la gamme ID est supprimée. Ça n'est pas très clair comme stratégie. Pas bon non plus en logiciel. C'est un élément de compétitivité pour les voitures très important, notamment vis-à-vis évidemment des Tesla, mais aussi des automobiles chinoises qui sont très performantes. Il y a des milliers d'ingénieurs chez Volkswagen qui travaillent sur le soft, c'est-à-dire les logiciels de voitures. Contrairement à Renault qui a choisi d'acheter américain, Volkswagen veut faire à la maison, ça ne marche pas. Ajoutons à ça, bien sûr, le prix de l'énergie. C'est un problème qui pèse sur toute l'Allemagne, mais aussi un problème plus spécifique à Volkswagen, gouvernance. Il y a quelques jours, la seule administratrice indépendante a démissionné du conseil en disant « je ne suis pas au courant de tout » et finalement les choses se traitent un peu sous la table. Les collusions entre les différents partis de la Mitbestimmung, notamment à l'occasion de la vente d'une filiale de Volkswagen qui fait des moteurs de bateau. L'un des acheteurs, c'était la famille qui possède Volkswagen elle-même. Donc il a fallu refaire toutes les procédures, ça a fait un scandale. Et, au total, cours de bourse, moins 35% depuis le début de l'année, moins 66% depuis 5 ans. Pardon, mais quand on se souvient, il n'y a pas si longtemps, de la suprématie de la voiture allemande qui semblait intouchable. C'est fini, David. En fait, cette crise est le symptôme d'une déflation de l'industrie automobile allemande. Parce qu'on parle de Volkswagen, mais BMW a fait un profit warning très alarmant il y a un mois, alors que c'était le constructeur allemand qui en sort le mieux. Mercedes est perdu, là aussi, avec des voitures électriques qui ne se vendent pas réellement. Et d'ailleurs, je dis déflation de l'industrie automobile, c'est de l'industrie tout court, en Allemagne, bien sûr. Ça va d'ailleurs au-delà des constructeurs, avec les équipementiers. Il y a 2 jours, c'est le patron de Robert Bosch qui a démissionné, Stefan Hartung, parce que, là aussi, l'entreprise est en difficulté. L'Allemagne est donc en crise, et c'est une crise d'une ampleur comparable à celle du début des années 2000, après la réunification. Souvenez-vous, quand il a fallu qu'elle rétablisse sa compétitivité, notamment avec les fameuses lois Hartz. On l'a toujours vu se relever, l'Allemagne, lentement,
C'est difficile de prendre des décisions, justement parce que tout se passe par consensus, mais une fois que c'est parti, ça trace, et ça trace bien. Et cette fois-ci, pourtant, c'est plus grave, parce que ça n'est pas seulement la compétitivité allemande qui est en cause et l'aptitude de l'Allemagne à la rétablir. C'est le modèle même du développement d'après-guerre qui est en crise, avec la fragmentation des économies, le plafonnement du commerce mondial sur lequel la puissance allemande avait été construite depuis des décennies. Et tout ça avec en toile de fond la montée quand même de l'extrême droite, l'AfD, qui est aujourd'hui le premier parti d'Allemagne, au moins dans les sondages, parce qu'elle grignote la base électorale des conservateurs qui sont au pouvoir. C'est donc une toute nouvelle Allemagne qui est en germe dans cette crise de Volkswagen. Et la question qu'on ne peut pas ne pas poser, c'est que gardera-t-elle de la sage Allemagne de l'après-guerre que nous avons connue? Je crois que c'est une question à laquelle personne ne peut aujourd'hui répondre sérieusement. Il y a quand même un point commun à tout cela, le déclencheur est chinois quand même. Oui. Le marché chinois qui se ferme, la concurrence chinoise en Europe, plus seulement par les prix mais par la qualité. Bon. C'est vrai, c'est l'un des déterminants. Il y a aussi quand même une bureaucratisation du cœur de l'Allemagne qui a pesé de son poids. Et puis une protection des salariés aussi, un fonctionnement avec une protection des salariés supérieure à d'autres pays et d'autres industries. Bon. Abdous, votre parti pris international, la nation arc-en-ciel, l'Afrique du Sud, gangrénée par la xénophobie. Oui, je vous en ai déjà parlé. Il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a des questions d'immigration qui se posent de façon très aiguë. Et très très aiguë, je vous en ai déjà parlé, mais ça ne s'arrange pas. Aujourd'hui, des milliers d'étrangers en Afrique du Sud se demandent quoi faire. Quoi faire, parce que c'est aujourd'hui la date limite de l'ultimatum lancé par un mouvement, March and March, soutenu par plus d'une vingtaine d'organisations et de partis politiques, ça fait beaucoup, qui ordonnent à tous les sans-papiers vivant en Afrique du Sud de quitter le pays. Partez ou revenez dans un cercueil, voilà ce que s'est entendu dire un jardinier malawite sur le perron de sa porte par un, j'allais dire, milicien du ce fameux mouvement March and March. Alors que vont faire ces millions d'immigrés du Zimbabwe, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria, du Guinée ou du Kenya? Je précise, regardons d'abord toujours les chiffres, c'est toujours important. D'après Statistics South Africa, les immigrés légaux représentés en 2022, on n'a pas des chiffres plus frais, 2,4 millions d'individus sur une population totale de 65 millions d'habitants, soit 3,9% de la population. En ce qui concerne l'immigration illégale, c'est comme partout. Je ne peux vous fournir qu'une fourchette, c'est entre 2 à 5 millions d'individus, la grande majorité étant issue du Zimbabwe. Alors, ce qu'il y a de glaçant dans cet ultimatum, alors là je dis cet ultimatum est glaçant, mais tout ce que je vais vous raconter est glaçant, c'est son illégalité, parce que ce n'est pas l'État qui a décrété cet ultimatum, ce qui en soi déjà serait un petit peu terrifiant. Non. Là, c'est des citoyens armés de bâtons et de lances qui patrouillent, qui contrôlent des papiers dans la rue, bloquent l'accès aux hôpitaux, aux écoles et en refusent l'entrée à des sans-papiers ou à des étrangers, et ils peuvent pas avoir accès à l'hôpital, à l'école. C'est assez terrifiant. À la tête de March and March, une femme, Jacinta Gobese Zuma, ancienne animatrice de radio limogée par sa station. J'ai pas réussi à savoir pourquoi. Visiblement, il y a eu un truc confidentiel qui a été signé, un contrat confidentialité. Elle est devenue l'égérie nationaliste, vous la voyez à l'image, et elle jure de ne pas être xénophobe. On l'écoute. This is not xenophobia, and it is not ethnic mobilization. It is a fight for social well-being of South Africa in particular, and Africa in general. Donc on connaît la rengaine. Nous ne haïssons pas, nous protégeons. Il faut préciser qu'elle s'appelle Zuma, mais elle n'a rien à voir avec l'ancien président. Oui, pardon, elle n'a rien à voir avec. Oui, exactement, elle n'a rien à voir. Oui. Alors March and March est né en mars 2024 à Durban. C'est une ville à très grande majorité zoulou, ce qui explique que lors des marches, parce que ça s'appelle March and March, parce que ça a été fondé en mars, donc le mois de mars, et que leur principal mode d'action, c'est la marche dans la rue, et donc ils en profitent pour contrôler des papiers, mais voilà. Et à la tête de ces cortèges, souvent, vous avez des hommes en tenue traditionnelle zoulou. Donc quand elle dit ce n'est absolument pas ethnique, c'est totalement ethnique.
c'est concrètement la population à majorité zoulou qui ne veut pas, là, vous voyez, qui ne veut pas d'immigrés et pas d'étrangers, enfin qui ne veut pas tout ce qui n'est pas zoulou. Alors depuis le début de l'année, 3 étrangers ont été tués. À Mossel Bay, c'est un Mozambicain qui a été tué, lynché. À chaque fois, c'est des lynchages. À Pieter Maritzburg, c'est un Malawite qui a été battu à mort et le corps abandonné. Et c'est encore un autre homme malawite qui a été torturé cette fois par des policiers qui l'ont mis dans le coffre d'une voiture, qui l'ont battu à mort, et tout ça sous le prétexte qu'il n'avait pas de papier. Il a agonisé, il est mort de ses blessures. La police donc laisse faire quand elle ne participe pas elle-même à la chasse aux immigrés. Donc l'impunité est totale pour les forces de l'ordre et pour ces milices de citoyens, je ne sais pas comment les appeler autrement. Alors, ce n'est pas la première fois que des étrangers sont tués en Afrique du Sud par des mouvements milices. En 2028, c'est 62 morts et 100 000 déplacés à l'intérieur du pays après 2 semaines d'émeutes. En 2019, au moins 12 morts à Johannesburg, mais certainement davantage. Des commerces d'étrangers pillés, des étrangers lynchés, et à chaque fois, c'est les causes qui sont mises en avant, c'est évidemment le chômage abyssal. Aujourd'hui, les derniers chiffres que nous avons, le chômage est supérieur à 32,7%. L'augmentation de la violence est systématiquement imputée aux étrangers et la promesse de l'État qui n'est jamais tenue, nous poursuivons les coupables, et la réalité, depuis 2008, et même avant, mais c'est depuis 2008 que ça a pris ces proportions-là, c'est que jamais personne n'a été condamné, et ça, il faut le comprendre, c'est l'impunité d'hier qui nourrit les milices d'aujourd'hui. Alors, que fait le président Ramaphosa? Il met en garde, il condamne, il dénonce des opportunistes, il a que ce mot dans la bouche, mais dans le même temps, eh bien, il s'adapte, j'allais dire, il se met au diapason de la rue. Depuis le début de l'année, 9500 personnes ont été rapatriés depuis Durban, 7000 Malawites renvoyés, et des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, sont entassés dans des sortes de centres de tri et repartent quand, comme vous l'avez vu les images au début, ils ne partent pas volontairement par peur. Et c'est ça qui est grave, c'est que vraiment, c'est que d'abord, ce que illustre cette tragédie sud-africaine des immigrés, c'est que la question migratoire, la question de l'immigration, elle est universelle, que vous n'avez pas besoin d'être une ancienne colonie du 19e, 18e siècle pour vous comporter aujourd'hui mal avec des immigrés. Ça n'a absolument aucun sens. Donc déjà, vraiment insistant sur l'universalité de la crise identitaire et immigratoire. Mais là, sur plus particulièrement, et je pense que ce n'est pas rien, puisqu'il y a encore 2 semaines, je vous parlais de Belfast, des émeutes à Belfast, des émeutes. Là, c'est très impressionnant à Belfast parce qu'ils ont l'habitude de la guérilla urbaine, mais c'est dans toute la Grande-Bretagne. C'est que ce qui est en train de se passer, c'est quand même des citoyens qui se constituent en milices, ou en tout cas qui agissent comme des milices, là où l'État est défaillant. Et c'est ça, pour moi, la grande réalité. C'est là, qu'à visiblement, chaque fois, il y a une défaillance nationale sur la politique d'immigration aussi. Alors, si je peux me permettre, où est-ce qu'il n'y a pas une défaillance sur la politique nationale, je veux dire, à des degrés plus ou moins grands. Les images qu'on voyait de Belfast il y a 15 jours, c'était des images de guérilla urbaine, c'était pas autre chose. Donc, tant que les politiques ne prendront pas en compte le besoin légitime, et je le répète, de sécurité des citoyens, leur panique identitaire qu'on ne peut pas nier, c'est pas une sensation, c'est une réalité, et en même temps une réalité universelle, intemporelle, qui existe depuis la nuit des temps, qui est l'exil, le fait que l'être humain se déplace par faim, par peur, politique, tout ce que vous voulez, eh bien c'est l'état de droit qui est fragilisé, et on verra de plus en plus apparaître ces milices de citoyens qui feront le boulot que même l'État ne devrait pas faire, parce qu'il y a d'autres solutions si on prend les choses à bras-le-corps. Merci à vous 3 pour ces partis pris, merci à vous de nous avoir suivis.